Et bonsoir à tous. J'ai vu que ça discutait dans les rangs là, dites donc, c'est complètement dissipé ce soir, hein. C'est n'importe quoi, hein. Il y a du bruit au fond de la classe, hein. Messieurs, oh bah dis donc, il n'y a pas de dames aujourd'hui. Il faut qu'on s'y retrouve la semaine prochaine. On va régler le problème. Messieurs, bonsoir. Alors on va aller dans l'ordre d'arrivée. Tiens, hop, moi c'est Fabrice, bonsoir à tout le monde. On va parler sport ce soir, on va parler ski. On va parler ski, pas forcément qu'avec le sourire, mais on va essayer de garder quand même du sourire pour ça. On va parler olympisme et sport amateur. On va voir, il y a des choses, après on parlera il y a plein de choses à savoir sur l'olympisme qu'on ne connaît pas forcément quand vous êtes chez vous. Au milieu de tout ça, nous avons des hommes à lunettes et des hommes sans lunettes. Alors on va commencer par les hommes à lunettes. Bonsoir monsieur Johan Taberlet. Bonsoir Fabrice, bonsoir messieurs. Bonsoir Jérôme Armand. Bonsoir à tous, je suis en direct de Marrakech. C'est le seul qui est parti, qui a eu le droit de partir. Étienne Bonamy, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et donc nous avons l'équipe Radio Sport est donc déjà là et nous avons deux invités. On les remercie chaleureusement. Monsieur le président du comité départemental olympique sportif, Monsieur Pierre Tréguier, c'est les Yvelines, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Alors mon petit doigt m'a dit que c'était le plus gros comité départemental olympique de France. Alors oui, c'est un des plus actifs. C'est pas alors en termes de salariés, oui, tout ça, mais c'est vrai que pour les régions, il y a plus gros que les Yvelines, hein, mais on est un des plus gros en termes d'action. Alors, on va en parler. Et un autre invité, on le remercie également, Gauthier de Tessières. Alors, certains le connaissent à la télé parce que vous êtes consultant ski, mais certains vous ont connu avant également à la télé, mais sur les pistes cette fois-ci, parce que vous avez quand même un petit titre en ski, si je me trompe pas. Ouais, salut à tous, merci Fabrice de m'inviter. J'ai eu un titre en 2013 de vice-champion du monde, mais comme Johan d'ailleurs, la même médaille, je crois. Ouais, mais pas sur la même piste. Non, je ne crois pas. On va parler des pistes tout à l'heure parce que je vous le disais, on va parler de ski. L'actualité est quand même plutôt triste sur le ski ces derniers jours, hein, parce que c'est pas un accident, mais deux qui ont été mortels. On va en parler tout à l'heure. On va commencer par un petit tour sur l'actu du sport. Aujourd'hui, vous avez vu, les Français, les volleyeurs, ils ont voulu copier les basketteurs. Ils voulaient rentrer à la maison plus vite. Donc, out. Ça fait quoi, messieurs les journalistes, d'abord, de voir les Français qui se vautrent comme ça, alors qu'ils étaient, je dirais pas ultra favoris, mais un peu sur la ligne de crête. On va commencer par qui, Étienne ? Oui, mais c'est toujours la question d'une saison de plus, un défi de plus. Double champion olympique, donc 21 à Tokyo, 24 à Paris. Est-ce qu'on continue avec la même équipe ? Est-ce qu'on se dit qu'il faut tourner la page ? C'est jamais facile. Je me rappelle de la Coupe du Monde de football 2002, qui venait après la victoire en 98 des Français, puis le titre européen en 2000. C'était, on continue les mêmes, on fait des changements, on apporte. C'est difficile de dire aux champions olympiques de l'année dernière, maintenant, il faudrait du renouveau. Voilà, donc ça peut arriver aussi au basket. Bon, au basket, ils ont eu la facilité, c'est qu'il y avait beaucoup de forfaits, ou pour blessure, ou de joueurs qui faisaient l'impasse. Là, le volley français ne faisait pas l'impasse. Jérôme, toi qui as regardé ça de loin, mais tu as suivi comme le volley ? Pas du tout. Bon, allez, hop, suivant. Oui, évidemment.
Mais si, j'ai suivi. J'ai regardé ça de loin. Étienne, il a raison, évidemment. Mais il y a aussi, quand tu prépares une grande compétition comme les Jeux, ce qui a été le cas des basketteurs qui ont été au bout ou presque, comme les volleyeurs qui ont été au bout ou presque, eh bien, l'année suivante, tu as donné tellement de physique, tellement de mental, tellement de préparation, tellement de temps, qu'il est possible, et je sais pas, qu'il est possible qu'il y ait eu un relâchement, entre guillemets, même si l'équipe était en renouvellement, etc. Et qu'il est possible, et Étienne a raison, c'est très difficile de doubler, quelles que soient les compétitions. On parle de basket, on parle de hand, on parle de rugby, on parle de foot. C'est très difficile de doubler quand on a été champion en sport collectif, de renouveler l'année suivante ou la compétition suivante. Alors, on a des journalistes sportifs, on va commencer par Gauthier. Gauthier, c'est pas votre sport de prédilection, le volley, mais l'œil du sportif que vous êtes et du journaliste, ça donne quoi en commentaire? Écoute, c'était vraiment intéressant parce que au début, je suivais sur l'application Eurosport Équipe, tu vois, je regardais, puis je voyais que il commençait à revenir. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un déclic. Du coup, j'ai regardé sur l'équipe TV un petit peu, j'ai écouté les commentateurs et j'ai juste retenu un truc, c'était assez intéressant. Il disait, on n'est pas loin, mais il nous manque rien et ça va pas passer. Et tu vois, le commentateur expert, il avait bien senti que ça allait pas se jouer à grand chose, mais qu'on allait passer du mauvais côté de la barrière. Je pense qu'on l'a tous senti que cette équipe, c'est la fin d'un cycle et c'est le moment de changer plein de choses. Peut-être pas que des joueurs, mais peut-être aussi, tu vois, tout le staff et on l'a bien senti. C'est dur de voir des titres, le fiasco, tout ça, je trouve, pour une telle équipe, vraiment. Johan, la remarque de Gauthier, faut peut-être penser à changer le staff. Quand on est sportif, on se dit ça aussi, que le staff est peut-être là, il faut peut-être bouger quelque chose. Alors moi, oui. Enfin, je pense que tout sportif qu'on est, on peut avoir cette réflexion, bien évidemment. Après, moi, tout ça me fait quand même dire, tu vois, c'est pareil. J'ai regardé pas mal l'athlé. J'ai du mal à dire qu'on a une belle équipe de France. Tu vois, ça manque de la médaille, ça manque de la perf. Et à côté de ça, chaque sportif améliore quand même leur record, etc. Donc, c'est des bons mondiaux quand même pour eux, mais ça nous manque un peu ça. Et moi, je me dis qu'il y a eu Paris 24 qui est arrivé. On a eu 10 années, des belles années avec des moyens, avec peut-être ce genre de réflexion, de changer de staff, etc., de remanier un peu les choses. Et j'ai l'impression vraiment que depuis la fin de Paris, tout part à volo quand même dans pas mal de sports fédés. Je m'avance peut-être un peu, tu vois, mais on est là pour échanger et débattre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, où je me dis, il y a quand même une histoire dessous, il y a quand même une histoire comme d'hab, en fait. Et on n'est pas un pays vraiment digne. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas un peu normal, en fait? Alors là, je me tourne vers Pierre. Hein, Pierre, il sait que tout le monde le regarde en disant c'est pour ma pomme. Ouais, puis j'ai senti avec les histoires d'argent que ça allait arriver dans mon camp là. Parce que je pense qu'il est dans la galère aussi. Enfin, voilà. Oui, non, mais en fait, je te rejoins complètement, Johan, sur ce que tu dis par rapport aux problématiques financières. En fait, elles touchent tous les sports. Et le problème qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est que la France essaye de se porter comme un pays de sport. Or, malheureusement, le sport, on s'en rend compte, hein, là où dans les nations anglo-saxonnes, il est déjà très présent depuis l'école. En France, on galère. Les gamins, c'est compliqué. Dès qu'on passe à l'université, il n'y a plus de sport. Et alors que quand on voyage un peu, il suffit d'aller dans les universités. Vous voyez qu'il y a des terrains partout. Enfin, je veux dire, le sport fait partie intégrante de la vie universitaire américaine, anglaise, et même en Allemagne ou en Hollande. Donc, vous avez des nations comme ça qui sont bercées par le sport et forcément, ça naissent de grands talents. Alors moi, ce que je dis quand même, c'est que la France, elle a quand même une spécificité, c'est que malgré tous ses déficits, elle arrive quand même à sortir de grands champions. Et donc, c'est quand même que quelque part, il y a des réseaux parallèles qui fonctionnent, mais malheureusement, la route est longue. Oui, si on veut véritablement arriver à quelque chose de vraiment conséquent, ouais, il va falloir qu'on y mette les moyens. Et aujourd'hui, clairement, on n'est pas au rendez-vous.
Pierre, vous avez un œil sur l'évolution post-olympique, puisque vous êtes là, du coup, vous êtes en plein dedans. On parle des gamins qui sont à l'école où il n'y a pas forcément l'encadrement qu'il faut, il n'y a pas forcément la dynamique qu'il faudrait. Ça continue, c'est la même chose pour vous à votre niveau? D'abord, ça sert à quoi un comité départemental? Il fait quoi? Alors, le comité départemental olympique et sportif des Yvelines, en fait, nous, on est un organe déconcentré du CNOSF. Donc, on est là, en fait, moi, mes adhérents, c'est des comités départementaux sportifs. Donc, j'ai la Ligue de foot, j'ai le basket, j'ai, tous les sports qui sont référencés auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, toutes les fédérations adhérentes. Donc, voilà. Donc, j'ai un conseil d'administration qui est constitué également de personnes qui sont élues dans ces comités. Et donc, moi, je suis donc la ligne du CNOSF au niveau départemental. Voilà. Donc, je suis là pour aider les comités départementaux dans leur démarche. Je suis là pour promouvoir les valeurs du sport et en même temps aider aussi les mouvements sportifs au niveau des Yvelines. Voilà. Et c'est le rôle de chaque DOS. Il y a un DOS dans chaque département. Et il y a un comité régional. Donc, moi, je dépends du CROSIF. Donc, c'est le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Donc, voilà, il y a. Et donc, nous, on est clairement dans l'actualité et du CNO, quoi. On est là pour relayer tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours aligné sur la position du CNO. Mais bon, donc on essaye à notre niveau de promouvoir le sport et les valeurs et d'essayer à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui pratiquent. Voilà. Toute génération confondue. Et là, le volley, vous pensez comme Gauthier qu'il y a un changement de génération à opérer et un changement de staff? Alors après, moi, je ne suis pas spécialiste du volley, mais c'est clair que c'est un peu... voilà, il ne passe pas les huitièmes, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on sort quand même des JO. C'est... Voilà. On ne peut pas s'empêcher d'y penser quand même. Ouais, oui, il y a ce petit arrière-goût. C'est vrai que c'est difficile en même temps de dire oui, bon, ok, il y a eu les JO, mais derrière, voilà, est-ce que... Comment... Enfin, bon, mais c'est difficile de ne pas faire le parallèle, mais il ne faudrait pas le faire. Une question à Étienne, peut-être qui voulait parler de la même chose. Mais est-ce qu'on a la réserve ou est-ce qu'on a la relève derrière? Parce que c'est pas tout de dire, voilà, ils sont au bout du rouleau, le staff, l'équipe, etc. Est-ce qu'on a la relève derrière, Étienne, en volley? La relève en volley, oui, parce que c'est pas une équipe qui est venue de nulle part et qui replongera. Alors, évidemment, je pense à Ngapet qui était le chef de file, le personnage du volley. Il y en a qui vont se retirer parce que la prochaine échéance sérieuse pour eux, c'est Los Angeles en 2028. Hein, donc, je ne les vois pas arriver. Donc oui, de la relève, il y en a toujours, comme il y en a eu dans le handball, comme il y en a dans le basket. Moi, je pense à une chose, parce que très souvent, les confrères dans les Jeux Olympiques, quand on discute, et c'était le cas l'année dernière à Paris 2024, on oublie parfois le spectre du sport français. On est sans doute une des rares nations à avoir des engagés et des gens qui visent le haut niveau dans tous les sports. Et je vais aussi bien, regardant Gauthier, aussi bien l'alpin que le surf, que le handball. Je me rappelle les Jeux à Londres en 2012, et les Anglais, puisque le sport anglais est régi aussi par le public et le privé, beaucoup par le privé, ils avaient fait l'impasse sur plein de trucs. Et donc, leur équipe de handball, par exemple, vous entendez parler du handball anglais? Ils en ont fait une pour les Jeux en 2012, ils ont oublié, le volley, ils ont oublié. Nous, en France, on a cette volonté. Alors, je pense qu'on ne s'en donne pas toujours les moyens, ou qu'on n'a pas toujours les moyens, je rejoins Johan là-dessus, mais on a cette volonté ou ce souci très très large. Moi, quand je regarde, puisque nous sommes avec des champions de sport d'hiver, quand je regarde où la France est présente dans les mondiaux, dans les JO, dans le monde du sport, mais on est partout, que ce soit la glace, que ce soit l'alpin, que ce soit le biathlon, que ce soit le nordique. Et rendez compte, regardez la même chose sur les sports d'été. En effet, après, on peut détailler si on prend sport par sport, on se dit, ah, là-dessus, c'est moins bien, là-dessus, c'est mieux, etc.
Évidemment, on se dit Renaud Lavillenie, il va avoir 39 ans. Il les a 39 ans. Il a été champion olympique en 2012. 13 ans plus tard, on aurait aimé qu'il y ait une histoire qui lui fasse aller au moins sur, aller peut-être à la troisième place. Voilà. Par moment, moi le premier, je vais être critique sur un événement. En effet, les Français, double champion olympique de volleyball, voilà, ils se plantent après. Le basket qui est finaliste et qui se plante après. Mais c'est un ensemble que je vois. Est-ce qu'il faut cibler d'ailleurs, je pense que vous en avez parlé, que ce soit au GDOS ou vous, Eurosport, il y avait eu ces débats-là, j'avais entendu. Quand l'ANS, l'Agence nationale du sport, a été lancée en 2019, et le rôle de Claude Onesta, il avait secoué un peu toutes les fédés en disant on ne va pas mettre de l'argent, il faut que vous montriez de la performance. On va pas saupoudrer des milliers d'euros un peu partout, mais on va mettre le paquet sur certains. C'est ce que font quelques grands pays de sport. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire en France? Est-ce que c'est toujours une question d'argent, Gauthier? C'est dur cette question. Écoute, je pense quand même qu'on a un côté culturel en France où on fait déjà avec ce qu'on a, en fonction des fédés, comme tu dis. On a quand même eu des exemples de médailles dans des fédérations qui avaient très peu de moyens, avec des athlètes qui n'étaient même pas smicards, tu vois, qui derrière s'en sortaient, qui arrivaient à aller chercher des titres. Aujourd'hui, quand même, si on veut concurrencer d'autres pays, et si je te prends les sports d'hiver, pour exemple, qui est plus mon expertise, on commence à prendre du retard. C'est déjà compliqué. Il va y avoir une inertie encore sur plusieurs années, tu vois, sur le ski alpin, sur les sports nordiques aussi. Le biathlon, par exemple, c'est un super exemple. Je trouve cette équipe extraordinaire, sûrement avec des fondations ultra solides, tu vois, avec des directeurs techniques, des directeurs sportifs, des coachs, des techniciens. Et toute cette équipe-là, c'est un super exemple parce que finalement, ils fonctionnent avec pas beaucoup. Il y a un moment, ils sont allés chercher juste ce qu'il fallait pour avoir leur camion de fartage. Et si tu veux, ça a changé la donne. Ils sont allés chercher un petit peu ce budget-là et aujourd'hui, ils tournent avec pas grand-chose. Et tu as vu, ils gagnent depuis l'ère Martin Fourcade, même avant. Alors, on va libérer Jérôme qui se retrouve dans le noir parce qu'au Maroc, ils ont eu une tempête et ils ont plus de courant. Donc, plutôt que t'as pas des coureurs pros autour de toi qui pourraient pédaler sur un vélo de l'électricité? Regarde. Les gars, on me demande, je suis en direct sur Radio Sport, on me demande que vous pédaliez les anciens pros pour me donner un peu d'électricité. Regarde, il y a Pierre Roland avec moi, salut, il ne vous entend pas. Il va Salut, partir. Loïc vient avec moi, Loïc Chetou, qui a été chez Cofidis aussi, lui, pendant quelques années. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu nous parles d'eux, mais on les voit pas, parce qu'il fait nuit, tu sais, chez toi, là. Non, mais il fait nuit, je sais bien. Ils sont de tout cœur avec nous en direct sur Radio Sport. Moi, je suis obligé de couper parce que j'ai plus de lumière, les gars. Au revoir, Allez, messieurs. va. À très vite, Jérôme. Jérôme. Merci à Jérôme d'être passé quand même Salut, nous voir malgré les conditions. Donc, Kidman qui a eu également eu une mauvaise semaine. On en parlera très prochainement sur Radio Sport. On va reprendre les conversations sur l'équipe de France et le sport en général en France. Il a été marqué par un deuil cette semaine sur un accident de ski. Et là, je vais me tourner vers les pros pour en parler parce que là, du coup, moi, je suis pas forcément connaisseur. C'est bien à l'entraînement, c'est pas en compétition qu'il y a eu alors, on dit quoi? C'est un incident, c'est un accident. On présente ça comment, Gauthier? C'est un accident. C'est un accident. Alors, c'est juste après des compétitions, mais c'est la même piste. Elle aurait pu arriver aussi sur une compétition parce que, si tu veux, pour t'expliquer, il y a le circuit principal de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, Championnat du Monde, où vraiment, là, il y a des normes, il y a un cahier des charges qui est très important. Et puis après, quand tu vas sur les autres coupes continentales, donc Coupe d'Europe, Coupe d'Asie, et là notamment les Coupes d'Amérique du Sud, le cahier des charges est un petit peu différent. Il est moins important. C'est moins protégé? Pardon? C'est moins protégé? Oui. C'est un petit peu moins protégé. Ce sont moins des pistes standards, si tu veux. Si je te prends l'exemple de la piste de l'Éclipse à Courchevel ou de Bellevarde à Val d'Isère, ces pistes-là ont déjà un système de sécurité
qui est fait l'été, si tu veux. Ce système, Elles sont il est avec. travaillées en amont. Voilà, Alors, Johan est beaucoup plus expert là-dessus. c'est quoi le système de sécurité? C'est des filets, c'est des distances, c'est quoi la différence entre quelque chose de bien protégé et quelque chose de moins bien protégé? Si tu veux, tu vas avoir un système de filet qui va coûter beaucoup plus cher, qui va être installé de manière permanente sur les pistes. Quand je te parle de l'Eclipse à Courchevel, elle est vraiment permanente. Attends, excuse-moi. Et j'ai des Allez. enfants qui sont Ah dans bah le c'est coin. normal. Il fallait les border puis raconter une histoire, ça va être long. Alors, Gauthier, on est comme à la maison. Hein. On est Complètement. là pour justement échanger. Et c'est ça qui est bien sur Radio Sport. Voilà. Et sur la Donc, Ligue 1 surtout. si tu veux, je reviens donc sur ce système de filet. Sur le système vraiment Coupe du Monde, il y a un système qui est vraiment premium. Et après, sur des courses secondaires de niveau B, C, il y a moins de cahiers des charges. Donc là, on se retrouve avec des filets qui vont être qu'on appelle les filets B. On va dire il y a A, B, C, si tu veux, et le B, il est un petit peu moins important. Il protège, mais quand même, un athlète qui passe très vite est Tu veux dans dire une il va me position. protéger, il va me protéger moi parce que je suis un amateur et que je vais pas foncer dedans. Par contre, Voilà. un athlète pro qui défoule. On déballe les pistes à quelle vitesse dans ces circuits? Écoute, pour te prendre ton exemple, toi, tu vas descendre à 60-70 km/h. Effectivement, D'accord. quand tu vas venir impacter le filet, il va t'arrêter le filet. Dans le cas des athlètes, ils vont descendre entre 100 et 140 km/h. Ça va à 160 même en Coupe du Monde. Johan Claret, qui a un record à la Coupe du Monde de Wengen, tu vois, ça va à 160. Donc, écoute, quand tu arrives dans une certaine position, dans un filet comme ça, il y a un moment, tu passes par-dessus, tu le découpes. Malheureusement, pour revenir sur l'accident, c'est un accident qui était à l'entraînement, qui aurait pu être en course, avec des filets qui sont bons, mais qui sont pas infaillibles, tu vois. Et cet accident, c'est ce qui est arrivé à l'Italien cette semaine. Oui, parce C'est que ce là, qui est du coup, arrivé. c'est 2 accidents coup sur coup, là, quasiment identiques. Tu veux parler alors de l'autre Italienne il y a un an, c'est ça? Ou Non, tu il y parles en de a la pas eu, il y a pas eu un Français juste avant? une Française? Il y a une jeune Pardon, Française. Margot. Attends. Voilà. Ouais, mais Alors Margot, c'était l'hiver. Ouais. Margot, c'est un autre accident. Écoute, c'est un autre accident. C'est encore différent parce que, si tu veux, c'était un contexte d'une course d'exhibition, donc qui était complètement en dehors des circuits des institutions fédérales, ok. Et elle a, c'était des modules, et tu vois, elle s'est retrouvée, elle a fait une erreur technique, elle est sortie du tracé, elle a voulu re-rentrer, elle arrive avec beaucoup trop de vitesse sur un saut, et elle est venue s'impacter dans un tunnel. C'est très spécial, c'est aussi un accident. Et j'ai envie de te dire que c'est moins, on met moins en cause les organisateurs de cet événement pour Margot. Étienne, tu voulais dire? Ouais, Ouais. je voudrais demander à Gauthier et à Johan, quand il y a les stages d'équipe de France, je me rappelle, l'équipe de France doit toujours le faire, c'était Las Lenias ou Ushuaia fin août s'entraîner. Toujours. On arrive au Chili ou en Argentine. Qui est responsable de la sécurité? C'est le staff français qui emmène, à limite, c'est pas ses pisteurs, mais qui emmène ça? Ou alors est-ce que sur place, dans ces stations-là, moi j'y ai envoyé souvent des reporters, est-ce que là, on est sûr qu'en arrivant, c'est l'hiver chez eux évidemment, et qu'on est sûr que la qualité de la neige, l'interdiction, enfin je veux dire la mise à disposition d'une piste, etc., parce que ça dure 10 jours, 15 jours à l'entraînement. Comment on peut être certain et qu'est-ce qu'il y a comme précaution avant pour que, en effet, comme tu dis, Gauthier, envoyer des coureurs à 120, 130 sur une piste, c'est comme si on disait on va faire de la Formule 1, mais en même temps, ça sert aussi. Imaginez la ligne des Hunaudières qui, en même temps que les 24 heures, permettrait aussi d'aller à Ecomois quand on vient du Mans. Vous voyez, on mélange les genres. Je voudrais savoir comment ça se passe. Bon, je pense que je laisserai aussi Johan la parole là-dessus, parce que c'est assez similaire finalement. Demain, Johan, il va organiser un événement ou un entraînement, tu vois, il va accueillir l'équipe de France à Avoria en fin de saison. Je sais pas légalement qui va être responsable. C'est toujours très délicat. Si on prend le cas de David Poisson, ça a été dans les mains des Canadiens pendant un moment, du service des pistes, puis après c'est revenu sur les coachs français. Ce qui est sûr, Étienne, et ta question elle est vraiment bonne, parce que on se l'est posé quand on en a parlé aussi avec Johan un petit peu cet après-midi, c'est qui a fait quoi?
qui a mis les filets, qui a décidé d'en mettre 2, 3, combien de rangées. Et tu vois, ce que j'ai expliqué à Johan quand même, c'est que c'est les coachs qui sont responsables. Moi, j'étais là-bas j'étais sur cette même piste il y a encore 3 semaines avec l'équipe handisport, l'ancienne équipe de Johan. Et tu vois, c'est nous qui avons sécurisé la piste. Donc, d'une certaine manière, le service des pistes, la station est responsable, mais nous aussi, tu vois, nous aussi, on est responsable. Comment vous pouvez sécuriser la piste? C'est-à-dire que vous avez vos propres moyens techniques pour pouvoir faire des points de sécurisation supplémentaires? Écoute, je vais te dire comment ça s'est passé il y a un mois de ça. Hein. On est arrivé avec le chef d'équipe. On a découvert la piste. On a travaillé avec eux, tu vois, pour façonner avant que toutes les équipes, avant que l'In7, les Italiens, tout le monde débarque. C'était nous, les Français, on était là-bas. Voilà, le service des pistes, il nous a dit bon, bah, ici, dans ce local, vous avez tous les filets B, il y en a 40. Vous faites ce que vous voulez. Alors, tu vois, c'est ce que j'explique à Johan. Je dis, c'est quand même, c'était chaud pour moi aussi. Moi, j'attaquais avec les Andis. Bon, pour le cas des fauteuils, tu vois, des mecs en bob, je me disais, attends, mais à quelle vitesse ils vont arriver et tout. Bon, heureusement, j'avais des experts dans le groupe, tu vois, qui savaient. Mais quand même, on s'est posé la question. On était sur cette piste là où l'Italien, il s'est tué il y a 2 jours, il y a 3 jours. On s'est posé beaucoup de questions sur la sécurité. Parce que je l'ai vu, cette barrière, si tu veux. Je crois qu'il s'est tué sur une barrière. Je pense. On a mis 3 rangées de filets, nous. On s'est dit, bon, on va tripler la sécurité parce qu'on ne sait pas. Il peut rater son virage ici. Il peut sauter du mauvais côté. Tu vois ce que je veux dire? En ski, soit tu es super sécurisé, soit tu essaies vraiment qu'il y ait le moins de chances possible pour qu'un athlète fasse une sortie de piste à un certain endroit. Je pense que Étienne, tu as eu l'expérience sur les circuits, j'imagine, de F1 ou de sport auto. Tout est hyper sécurisé. Oui, il y a eu des erreurs. Il y a eu Imola avec Senna. Tu vois, finalement, il y a des failles. Tu te dis, mais pourquoi il est sorti là? On n'avait pas prévu. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'en ski, ben, on essaie qu'il y ait le moins de facteurs possibles pour qu'il y ait l'accident. Mais des fois, il survient à un endroit où on a mis un seul filet parce que c'était improbable. Après, moi, ce qui me dérange dans tout ça, si tu veux, c'est que tu prends le côté compétition, parce que du coup, je suis délégué aussi à la Fédération internationale, je suis délégué technique à la Fédération internationale de ski. Du coup, je vois, moi, les responsabilités que tu as pris, Gauthier, il y a un mois en arrière, moi, je le vis sur chaque course, puisqu'en fait, c'est toi le responsable de la course. Donc là, si tu veux, il y a une action de la Fédération internationale qui dit, nous, on met quelqu'un de responsable sur la course. C'est des pistes homologuées avec des cahiers des charges précis d'homologation où il faut que quand tu arrives en tant que délégué, que la piste elle soit équipée à minima comme c'est écrit sur le papier. Et après, c'est à toi, en tant que délégué, de se dire ben là, il y a moins de neige que d'habitude, il y en a plus, il y a un obstacle ici, là, il n'y en a pas. Du coup, c'est toi qui prends les responsabilités. Donc, indirectement, c'est la FIS qui prend la responsabilité. Du coup, ben, de faire quelque chose de safe et de sécurité. On parle de la course automobile. Là, on a encore accueilli le rallye du Mont Blanc, etc. Je veux dire, les séances d'entraînement où tu es là pour tester des choses. Tu vois, il y a des véhicules qui ne marchent pas bien, il y a des athlètes qui essayent des choses, ça ne va pas. Enfin, bah, du coup, tu ne mets pas une voiture de rallye comme ça sur la route et dire, vas-y, tu t'entraînes. On re-rentre dans un cadre fédéral encadré avec des règles strictes. Et nous, ça, dans le ski, Étienne, tu le disais, hein, quand on va à Tignes, quand on va sur les glaciers, etc., en fait, on n'a plus du tout de cadre. Et je reviens aussi un peu sur les propos que Adrien Théo nous a balancés sur les réseaux. Je suis 1000 fois d'accord. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de discuter là, et puis il faut rentrer en action. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Il y a trop de morts. On n'est pas là pour aller se tuer. On n'est pas là pour. Et puis un entraînement où tu te dis, bah, attends, là, moi, je vais risquer ma peau. Autant ne pas y aller. D'aller dans l'hémisphère sud, etc. C'est énormément d'argent pour les athlètes, pour les fédés, pour tout le monde en fait. Et si tu arrives dans des dispositions où tu n'es même pas capable de t'exprimer et de t'entraîner à 1000%, je vois pas où il y a l'intérêt. Et oui, on l'a fait. Alors après, en tant qu'athlète, tu prends aussi tes responsabilités. Moi, il m'est arrivé un accident aussi grave, etc. J'y suis allé.
bon, il y a de l'enjeu. Et puis, tu vois, toi, c'est compliqué ces trucs, hein, mais à un moment donné, il va falloir quand même mettre le pied dans la fourmilière. Avant de redonner la parole à Étienne ou à Gauthier, Pierre, l'œil de l'organisation que vous représentez, on se place comment quand on a des associations, des clubs qui sont chez vous, qui peuvent rencontrer ce genre de problématiques? Comment on est préparé à ça? Comment on les prépare à ça? Aujourd'hui, maintenant, de toute façon, on le voit bien au niveau des assurances, les RC, elles ont explosé. Là, aujourd'hui, maintenant, une RC sportive, c'est 15 millions d'assurance. Quand à une époque, c'était 1,5 million. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la part des fédés et des assureurs qu'il y a des sports où il y a plus de danger à pratiquer. Tous les sports qui soient. Alors, moi, par exemple, on va prendre, si on prend les sports équestres, par exemple, il y a une vraie dangerosité à pratiquer. Donc ça, c'est reconnu. On vous conseille de prendre des assurances supérieures. Et les clubs qui organisent, quelle que soit la discipline, après, parce qu'il suffit, par exemple, on peut prendre le karaté ou autre, un mauvais coup placé, vous vous retrouvez avec un gamin tétraplégique. C'est terrible, mais enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a des aléas comme ça qui font que maintenant, en amont, oui, travailler sur la sécurité, travailler sur la prévention. Là, je vous écoutais sur le ski, et en plus, le ski, il y a plein de paramètres qui rentrent, la qualité de la neige, le suivi météo, parce que la météo peut changer, et toute la préparation, les trous, tout ce qui peut apparaître, qui n'était pas forcément visible au départ, et qui peuvent justement faire que ça tourne au cauchemar. J'ai envie de dire que même dans le sport automobile, on le voit, vous parliez tout à l'heure de la F1, mais on peut parler du rallye aussi. Les normes ont évolué. J'aime pas beaucoup ce nom, les normes, mais les normes ont évolué, mais aussi parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu des accidents graves. Senna a complètement changé la donne sur la sécurité passive et active des véhicules qui étaient engagés en F1, et ça continue encore, et on le voit. De toute façon, à 300 km/h, lorsque vous perdez le contrôle de votre véhicule, on aura beau mettre des filets ou quoi que ce soit. Enfin, après, c'est les aléas de la physique qui amèneront le véhicule là où il atterrira. Et malheureusement, mais après, maintenant, c'est vrai qu'avec la cage, le pilote est quand même 100 fois mieux protégé qu'avant. Donc voilà. Mais moi, au niveau club, les clubs sont confrontés aux questions de sécurité parce que il y a. C'est comme à l'hôpital, on y va, on est sûr qu'on va en ressortir nickel, alors que parfois ça peut mal se passer. Donc on essaye de préparer au maximum et de conseiller au maximum les clubs pour qu'ils organisent des rencontres, des compétitions de manière le plus sécurisée possible. Mais on aura beau chercher la sécurité maximale, on n'y arrivera pas. Enfin, ça ira toujours. Alors, malheureusement, là. Vous êtes bien sur Radio Sport. Alors, j'en profite pour vous remercier pour ceux qui nous rejoignent et qui nous font des petits coucous. On en a sur les différents réseaux. Vous pouvez poser des questions. Et là, il y a Anthony qui en pose une. Donc là, je vais me tourner vers les spécialistes du ski. Sur une Coupe du Monde, qui de la station ou de la FIS prend la responsabilité de la sécurisation et qui homologue in fine? Ça, c'est pour la FIS. Voilà. Donc, voilà, Anthony. La FIS, en fait, toutes les courses internationales sont chapeautées par la FIS. Et du coup, c'est une excellente question. En fait, c'est là où il y a le problème, c'est que ces courses internationales qui sont chapeautées par la FIS ont le cahier des charges, les pistes homologuées, etc. Et du coup, ce sera le délégué technique in fine qui portera le chapeau s'il se passe quoi que ce soit. Et il faut toujours un responsable de toute façon. Et l'homologation, pareil, c'est la FIS qui la donne et qui l'a fait. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faudrait. C'est toujours pareil. C'est que je pense que à la fin, c'est toujours une question de coût. Et je pense qu'il faut aussi que la FIS s'accapare ça, parce que la Coupe du Monde, la FIS vit aussi avec les événements internationaux de grande ampleur, etc. et ramène de l'argent. Il ne faut pas croire, il y a de l'argent. Est-ce qu'il est bien distribué? Est-ce que il y a aussi, je voulais aussi intervenir là-dessus, c'est que peut-être le matériel évolue aussi peut-être trop. Est-ce que, tu vois, moi, la Coupe du Monde de ski en vitesse, putain, c'est chaque année, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça saute plus loin, il faut que ça saute plus long, il faut que. Et puis les mecs, avec le matos, ils
plus en plus vite parce que c'est de plus en plus technique et de pointe. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu des règles pour, entre guillemets, freiner un petit peu les athlètes, même s'ils se donnent à fond. Mais du coup, là, j'ai discuté avec mon oncle à midi sur le javelot. Tu vois, par exemple, le javelot, ils avaient le problème parce que dans les années 80, le javelot, il faisait plus de 100 mètres. Il atterrissait dans les tribunes. Donc, il fallait qu'ils trouvent une solution. C'est de décaler le centre de gravité du javelot. Ils l'ont mis 4 cm à l'avant. Ils ont remis tous les records à plat. Et ils ont dit maintenant, c'est comme ça le javelot. Et puis le javelot, il tombe. Voilà, le record du monde est à 98 mètres avec cette nouvelle norme. Mais là, on a vu, là sur les championnats du monde, ça va à 87, 88. Enfin voilà, on arrive aussi peut-être par le biais du matériel et ce genre de choses à limiter un peu, on va dire, la casse, quoi. Étienne? Oui, alors, tu as devancé la question posée à Pierre parce que moi, il y avait deux. Vous trois, vous êtes bien placés pour répondre. J'ai une double question. La première, c'est évidemment toutes ces normes, moi j'appelle ça ceinture et bretelles, évidemment. Rappelez-vous l'étoile de Bessèges, la course cycliste, c'est quand même une belle course cycliste en début de saison qui s'arrête parce que les coureurs disent ça fait 2 fois qu'on voit une camionnette qui traverse la route quand le peloton passe. L'organisateur, il a à peu près tout prévu, sauf ça, et c'est une course au calendrier, donc c'est pas la kermesse du coin. Donc est-ce que ça peut freiner? Mais ça, peut-être que Pierre, avec le DOS, peut le dire, vu côté organisateur. Et la deuxième, c'est ce que vient de dire Johan, c'est sur le toujours plus. Bon, Gauthier le sait, les skis rallongés, raccourcis, la hauteur de la semelle, tout ça, ça a donné, je ne suis pas skieur, mais ça a donné plus de risques. On le voit dans d'autres sports où on gagne toujours de la vitesse, du risque. Et j'allais même dire, même le corps humain, on donne toujours plus de matchs à faire au rugbyman il y a un toujours plus. Parfois, c'est le ski qui casse, parfois, c'est le tibia qui casse, parfois, je me dis, qui peut dire un moment stop? Voilà, est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est les sponsors? Est-ce que c'est les athlètes qui, de toute façon, c'est eux qui vont se retrouver dans le bazar quand ça arrive. Moi, je pense que c'est les athlètes qui vont dire stop à un moment donné parce que Johan t'en parlait, à un moment donné, tu chercher à te dépasser dans ton sport et à faire de la perf, mais à un moment donné, si faire de la perf, c'est aller forcément au cercueil, je ne sais pas si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc après, sur les questions de perf, il y a le côté ingénierie, effectivement, qui va aller toujours chercher le petit plus qui va permettre en fait de battre les concurrents, mais ce petit plus qui va tirer de plus en plus sur le physique, parce que le ski, tout comme tout un tas de sports, à partir du moment où tu commences à prendre de la vitesse, tu es contraint, ton corps est contraint, et donc tu dois te préparer 2 fois plus pour résister à cette contrainte, mais à un moment donné, le corps a ses limites. Et donc, toi, physiquement, tu ne tiendras pas, alors que ton matériel, lui, va être capable de t'emmener, mais encore peut-être 10 fois au-delà de ce que toi, tu peux encaisser. Ça, c'est un vrai problème en ski. Ouais, mais clairement. Mais après, tu auras beau faire toutes les préparations que tu veux, les ligaments, eux, ils ont, ils lâcheront, ou alors tu vas te retrouver avec un exosquelette pour pouvoir, comment dire, tenir sur tes courbes ou autres, parce que tu vas les prendre tellement vite que la force centrifuge. Enfin voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi aux athlètes de dire stop. Alors après, Étienne, il y a aussi le côté show. Parce qu'on sait que plus il y a de show, et plus les annonceurs vont être contents, parce que ça va amener 2 fois plus effectivement de spectateurs. Donc c'est un cercle, c'est un cercle qui est censé être vertueux. Voilà, et je pense qu'à un moment donné, si on veut que ce cercle continue à fonctionner, il faut rester dans un cadre. On parlait du javelot. De décaler effectivement le centre de gravité pour éviter que ça finisse dans les tribunes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire, si on veut mettre un stop aussi, un arrêt aux accidents tragiques, eh bien, il va falloir mettre les normes qu'il faut pour qu'on ne puisse pas dépasser ce que le corps peut encaisser. Alors, après, tous les corps ne sont pas pareils. Il y a des athlètes qui peuvent encaisser 2 fois plus que d'autres. Mais bon, voilà. Enfin,
Je vais faire 2 remarques avant de vous redonner la parole. D'abord, Anthony nous repose une question, mais avant de lui poser la question, je vais faire un parallèle avec les blessures. Moi, on me dit depuis le début que je suis pas un grand sportif. Je suis plutôt Non, ça se porté par le saurait. sport. Ça se saurait, bien sûr. On m'a toujours dit le sport c'est dangereux. C'est là où il y a le plus de blessés, quels que soient les sports. C'est normal, hein, on va dire. Mais si je prends l'exemple du vélo, quand on prend les courses du Tour de France, quand ils se fracassent à certaines vitesses dans les sprints, quand ils se prennent des chutes, voire chutent dans les virages des hautes. Le show est là et j'ai posé la question il y a très peu de temps. J'étais à la fédération de tennis où on parlait des efforts avec les blessures. Mine de rien, ça va plus loin parce qu'il faut aller plus loin, il faut aller au-delà du record, il faut tenir et autres. On m'a dit, mais vous n'arrêtez pas un compétiteur. Vous ne pouvez pas arrêter un compétiteur. Donc moi, je vais vous poser la question. Après, je vais poser celle d'Anthony. C'est comme ça, vous aurez le temps de répondre à celle que vous voulez. C'est est-ce qu'on peut réellement contraindre les compétiteurs en disant, bon les gars, maintenant, ça devient vraiment trop dangereux, c'est n'importe quoi. Parce que certains vont vous dire, mais moi, je passe. D'autres ne passent pas. C'est peut-être qu'ils sont moins bons ou peut-être qu'ils ont et autres. Est-ce qu'on peut avoir cette question-là? Est-ce que les staffs vont avoir aussi un travail d'éducation à faire? Et Anthony pose en continuant sur la sécurisation, il parle parce qu'on parlait des équipes d'entraînement fédérales, mais lui, il parle également des entraînements des ski clubs biberonnés par les comités, donc la Fédé. Qu'en est-il? Donc là, vous voyez, je vous laisse vous jeter sur celle que vous voulez comme réponse. Je sais que Gauthier, il a pouffé quand j'ai commencé à poser un truc en me disant « Oh non, il m'emmène sur un truc que j'aime pas. » J'ai vu ton œil en disant « Non, pas ça. » C'est le côté compétiteur et qu'on peut pas driver les sportifs qui t'a gêné? Non, en fait, si tu veux, ce qui se passe, et c'est pour ça que souvent c'est l'organisation ou les staffs, les équipes qui vont dire oui, on y va ou non, on n'y va pas. Même si dans beaucoup maintenant de sports, tu as des commissions d'athlètes où on va dire sur chaque compétition, il y en a un qui va décider pour les autres. Mais évidemment, Fabrice, les athlètes, ils sont stimulés depuis des jours, des semaines, et le matin, ils se lèvent, ils vont pas Des se dire années. on va annuler la compétition. Mentalement, c'est impossible. Ouais, Et si d'ailleurs un athlète il est dans cet état d'esprit-là, il gagnera jamais. Tu vois ce que je veux dire? c'est clair. Il se lève le matin, le gars il est préparé depuis des semaines, il doit faire Kitzbühel, il va faire Kitzbühel. Tu vois? C'est comme ça et c'est comme ça dans toutes les compétitions. Les cyclistes, ouais, ils se sont pas posé des questions s'il y avait la neige, s'il y avait eu une avalanche en haut du Galibier, non. Ils y sont allés, puis finalement, on les a arrêtés. Mais eux, avant la course, ils ont pas réfléchi à ça. Ils ne peuvent pas réfléchir à ça. Sinon, ils vont avoir peur, ils vont se faire mal, et voilà, bref, on n'est pas dans le bon process, tu vois. Donc, c'est les organisateurs qui gèrent ça. Après, pour la question d'Anthony, écoute, on revient encore sur quelque chose de différent des compétitions, c'est que quand tu es sur des entraînements, et ça c'est dans plein de sports, malheureusement il y a pas cette sécurité. Et je reviens encore une fois sur ce que disait Johan, il faut que ça bouge. Ce que disait Pierre aussi, c'est que l'argent est hyper important. On parlait de l'argent pour la performance sur l'équipe de volley. Là, je te parle de l'argent pour la sécurité. Ouais. Donc si sur le sujet principal que tu avais, Fabrice, on parle de cet Italien qui s'est tué malheureusement au Chili, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est que peut-être la FIS, ou en tout cas, il y ait de l'argent sur la Fédé chilienne pour pouvoir sécuriser cette piste, pour pouvoir virer cette barrière et mettre un grand filet de protection, faire évoluer les choses. Et du coup, c'est ce qui s'est bien passé en F1. Vous avez parlé beaucoup de la F1, c'est génial cet exemple, mais il y a tellement d'argent qu'à un moment, on s'est dit, on va mettre une grande partie de cette cagnotte pour la sécurité. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel ce qui se passe en F1. Mais t'as vu, ils ont normalisé. Enfin, c'est pareil. Ils ont mis des règles en fait pour les véhicules. Tu vois, in fine, tout le monde a presque le même matos, presque. Hein, je mets des gros guillemets, mais c'est quand même d'essayer d'unifier quelque chose avec les histoires de pneus, etc. Bah, tu peux plus rouler. Tu peux pas rouler 50 tours à 300, quoi, parce que tu auras le problème pneumatique, du boost, du machin, enfin, tu vois. Tu vas être obligé de repasser par le stand. Après, sur les instances fédérales et pour les gamins, mais enfin, pour moi, ça me révolte. Je suis comme un dingue. Je me dis,
Je me dis, mais les gamins, ils y vont pour faire du ski et s'amuser et passer du bon temps. Alors, bien sûr, la compétition arrive et puis ça fait partie du game pour se faire plaisir aussi, à se confronter avec les autres, etc. Mais ça, je pense que c'est l'humanité qui est comme ça un petit peu. Je trouve ça mais inadmissible. En fait, parce qu'on est en train de se dire, est-ce que finalement nos enfants ou nos athlètes auraient un coût en fait, est-ce que ça a un prix en fait, la vie de nos jeunes et enfin, je suis très ému de parler de ça parce que ça me fout hors de moi. C'est qu'une question de pognon finalement. Enfin, j'ai La envie de dire ça. sécurité, ouais, Johan, Ouais. tu as raison. Aujourd'hui, c'est une question de coût. Sur toutes les pistes d'entraînement. Et tu sais, il n'y a pas eu qu'en ski. Sur les autres sports à risque, bien sûr, il y non. a des petits gamins à 10-12 ans en moto qui se tuent parce qu'ils font de la compétition et parce que le circuit n'est pas complètement sécurisé, parce que peut-être le papa, il a préféré acheter la moto, mais il n'a pas acheté l'airbag. Tu vois, on est sur une problématique d'argent. Donc on en revient à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est toujours qu'une question d'argent finalement. Bah, après, Vas-y, Pierre. en fait, si tu veux, oui, c'est une question d'argent parce que à un moment donné, il y avait eu, si tu prends le concours complet, comment dire, en équitation par exemple, il y a eu de graves accidents et maintenant l'airbag est obligatoire. Donc en fait, au fur et à mesure des accidents qui se passent, on voit que l'airbag est obligatoire. Et donc forcément, si à un moment donné, ton gamin, il va aller faire du cross, tu les vois tous maintenant, tous les gamins, tous ceux qui font de la compète, ils ont l'airbag. Ou alors, ils ont des gilets de protection qui font que voilà, ça va les sécuriser. Mais après, il y a la question aussi du chef de piste par rapport à ce qu'il va faire, par rapport au parcours, comment est-ce qu'il va être fait. Il y a des parcours qui vont être plus dangereux que d'autres parce qu'ils vont mettre le cavalier en difficulté. Et s'il n'a pas le niveau, il va se planter. Donc, il va se planter, il va tomber, soit il va bien tomber, soit il va mal tomber. Mais après, tu peux prendre ça sur tous les sports. Enfin, je veux dire, il n'est pas normal que tu ne puisses pas pratiquer ton entraînement, ce que disait Johan, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pouvoir lâcher les chevaux à tous les niveaux, là, hein, je parle vraiment dans toutes les disciplines, en étant sûr que tu es dans le même degré de sécurité qu'un jour de compétition. C'est-à-dire que là, si on prend la question du ski, normalement, si tu prends une descente et qu'elle doit être aussi sécurisée que la descente que tu vas prendre le jour de ta compétition. Et donc, ça, il faut arrêter de se le dire, tu vois, il faut mettre les moyens. Non, mais il faut mettre les moyens. C'est les moyens, mais c'est les grandes instances qui vont décider, Johan. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Je sais bien. Ce qu'a très bien fait la F1, ce qu'a très bien fait la moto, c'est en train de se décliner. Alors oui, il y a ce problème d'argent, mais c'est à eux si tu veux, de lancer ce process, de dire on va mettre encore plus de sécurité, on va mettre le paquet. Et puis, tu sais, il y a un autre truc dans les sports d'hiver aussi que la F1 a très bien fait, parce que je trouve que c'est quand même un super exemple de ce sport, même s'ils ont des moyens démentiels, tu vois. Ils ont décidé de faire des trêves, c'est-à-dire qu'on arrête de rouler sur les circuits, tu vois, et hop, après on reprend sur des circuits qui sont homologués. C'est génial. Quelque part, les erreurs qu'il y a souvent sur les sites d'entraînement dans plein de sports, c'est que il n'y a pas c'est intemporel. Et là, du coup, en ski alpin, tu te retrouves avec des équipes, avec des enfants qui vont aller s'entraîner sur des pistes qui sont hyper dangereuses parce qu'ils veulent toujours faire plus d'entraînement. Mais si tu vois, la fédération, elle disait, regardez, on va faire une trêve estivale pendant 3 mois, c'est fini, personne s'entraîne. Et après, vous avez le droit, quand tu es gamin, tu as droit à 20 jours d'entraînement, mais sur des pistes homologuées. C'est peut-être une solution. Hein. Il y a peut-être, il y en a certainement des solutions. Et après, la F1 l'a mis, et oui, il y a beaucoup d'argent, mais justement, ça montre aussi qu'avec de l'argent, on arrive à faire des choses plutôt pas trop mal. Après, même si le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Étienne ? Mais moi, je dirais qu'on est entre la force de l'habitude, en fait, on a toujours fait comme ça, et la force de la bêtise qui fait on ne change pas au moment où il faudrait changer. Je prends un exemple qui ne concerne pas justement l'environnement matériel, mais regardez en Angleterre, qui est un pays de football, où depuis qu'ils ont inventé le football, ils mettent des coups de tronche dans le ballon, voilà.
ils ont découvert les traumatismes que causait Ouais. de prendre un ballon d'1 kilo plein de flotte dans la tête. Ils ont supprimé, il est interdit pour les gamins de jouer, enfin de taper avec le ballon de la tête à partir de 12 ans. Ça change rien. Je veux dire, le terrain fait la même taille, les crampons sont pareils, l'herbe est verte et il pleut. Mais ils ont décidé que ces mesures-là, et de façon très stricte, l'Angleterre, c'est-à-dire on n'est pas dans un pays nouveau du foot. Et je me dis qu'à un moment, et là je vous rejoins tous les deux, Johan et Gauthier, c'est qu'à un moment, si on a toujours fait comme ça au Chili, en Argentine, si on a toujours fait comme ça, je ne sais pas, tous les terrains d'entraînement post-Coupe du Monde où il y a toujours une descente et où la première reconnaissance, on l'a fait. J'ai fait des reconnaissances de Coupe du Monde, la Verte des Ouches, etc., où on nous donnait des tas de consignes à nous journalistes, où on descendait doucement pour voir un petit peu, imaginer à quoi ça ressemble. Bah, moi, je descendais doucement, hein. Voilà, mais pour regarder à quoi ça ressemble là où vous balancez à toute vitesse. On se dit que là, si on nous le montre, si on nous dit venez voir pas le danger, mais venez voir la pente, parce que à la vitesse à laquelle j'allais, il n'y avait pas de danger. Mais je me dis pourquoi une fois que on nous donnait des tas de consignes. Attention, vous allez voir, et j'ai fait les pistes olympiques et tout, avec Carole, avec Lucho et tout ça, de dire, vous voyez, là, on le passe comme ça, de regarder tout ça, je me dis, mais, si les athlètes le ressentent, le connaissent par cœur, ça, parce que c'est un métier, je me dis, mais derrière, les gens doivent se dire, mais ça doit être tout le temps. Je veux dire, quand on descend en Kitzbühel, c'est pas seulement le jour de la descente de Kitzbühel, c'est les jours où on s'entraîne à Kitzbühel. Et je me dis, il y a un moment où on revient à la force de l'habitude ou la force de la bêtise, où à un moment on dit on a toujours fait comme ça, puis ça passe, et puis voilà. Ça fait 50 ans hein, que c'est comme ça. Oui, bien sûr, mais je me dis qu'est-ce qui fait que ça déclenche le foot anglais, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec des traumatismes et puis des là, je crois que des problèmes on en vit. Oui, hein, mais le foot à la limite, c'est les gamins sont sonnés. On arrête tout ça. Le ski, c'est un bolide à 130 à l'heure ou 140 à l'heure. Et même lorsqu'on descend Schladming, dans le slalom, si on se ramasse, c'est pas n'importe quoi. Hein. Étienne, moi j'entends et je te rejoins sur les très bon exemple avec le foot anglais et les gamins, mais tout ça passe par des volontés fédérales. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit là. Hein. Et ouais, mais après, honnêtement, et pourtant il y a des choses que c'est du bon sens. En fait, ça part surtout énormément de bon sens. Et sur les questions de sécurité, les fédés ont vraiment les moyens d'imposer des cahiers des charges pour que les entraînements se passent bien. Je pense qu'il y a suffisamment de DTN, de personnes qui sont quand même assez capées, quelle que soit la fédé, qui maîtrisent parfaitement les risques et la pratique sportive. Donc, je pense que faire un cahier des charges clair et précis, évolutif en fonction des accidents et vraiment en adéquation avec les préventions qu'il faut, c'est pas compliqué. Après, pour les questions de moyens, je pense que là, encore une fois, c'est des relais aussi qui sont fédéraux à avoir. Enfin, je veux dire, moi, je reprends le conseil d'administration du CNOSF. Il y a quand même un large panel de fédérations qui sont pas les moins importantes, qui siègent au niveau du CNO et qui ont donc une voix et qui peuvent être un vrai relais terrain. Et ils connaissent, hein, tout le monde connaît la problématique, hein, que ce soit le cyclisme, le foot, tous, ils sont tous au fait parce qu'ils se la prennent de plein fouet quand ils retournent sur le terrain. Donc, c'est juste à un moment donné une question de volonté et de dire, bah voilà, on a besoin de crédit pour sécuriser la pratique de tel sport. Et ne pas attendre effectivement qu'il y ait des gamins qui se plantent ou même des athlètes de haut niveau, c'est pas normal. Enfin, voilà, c'est pas parce que tu as de l'argent dans ta ligue ou dans ta fédé que tu dois pouvoir pratiquer en sécurité. C'est pas normal. On devrait tous être sur un pied d'égalité. On va changer de thématique sans vraiment s'éloigner, vous allez voir. C'est la grande cause nationale, hein, c'est la santé mentale. Avec un accident comme ça, et là je vais me tourner vers Gauthier, on en parle en équipe. On a son camarade de jeu avec qui on s'entraîne, avec qui on va partir faire le tour du monde, on va dormir dans la même chambre. Comment ça se vit? Est-ce qu'il y a un encadrement psychologique? En France, voilà, tout le monde dit il faut faire attention à la santé des sportifs et on oublie souvent ces petits incidents. Ça se passe comment dans ce genre de cas?
très bonne question, très bonne remarque. Évidemment, tu touches à un point sensible parce que notre groupe a vécu depuis le décès de David Poisson. Historiquement, ça s'est enchaîné. Puis tu sais, il y a eu l'accident aussi de Cyprien Sarrazin à Bormio. Donc les choses se sont accumulées. Il y a une énorme santé mentale du groupe finalement. Et tu as raison. Et cette équipe de France, tu vois, si je prends le cas de la descente, ils sont très soudés, mais ils sont aussi très influençables. Donc là, ils sont un petit peu tombés comme des mouches finalement l'an dernier. Ils se sont tous blessés, ils étaient tous pas bien. Quand j'ai rencontré les coachs quelques semaines après l'accident de Cyprien, ils étaient super impactés parce que ça fait trop de choses. Donc, si tu veux, ils sont tous suivis individuellement. Et de temps en temps, sur des cas comme ça, sur l'accident de Cyp, sur la mort de David, tu as des cellules qui se mettent en place. Je pense aussi à la mort de Régine Cavagnou à l'époque. Hein, il y avait toute une cellule qui s'était mise autour du groupe féminin. Et puis Carole Montillet avait quand même gagné la médaille quelques mois après. C'est pour dire que quand même, les instances, les fédérations, ils savent que la santé mentale des athlètes, elle est importante. Et Fabrice, il y a un effet de groupe. Tout le monde est impacté. Donc là, moi, tu vois, quand j'ai su cet accident, je savais que les Français, ils étaient pas loin. J'ai envoyé un message au coach, à savoir comment vous allez, les gars. Est-ce que ça va? Parce que je me dis, c'est encore une couche en trop. Hein, ça, tu vois, heureusement, ça n'a pas touché les Français, mais je te jure qu'ils sont tous impactés là. On se surveille entre eux. Enfin, c'est chacun regarde l'autre pour savoir s'il y a un petit coup de mou, s'il y a un encadrement spécifique. Les temps ont changé, c'est-à-dire que maintenant il y a toujours quelqu'un qui regarde un peu ce qui se passe. Non. On n'en est encore pas là non plus dans le ski, même si je pense que ça mériterait. Et votre regard extérieur, j'imagine, je vais vous dire, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus de personnes, plus de préparateurs mentaux autour d'eux, parce que pour un sport à risque comme le ski alpin et notamment des descendeurs, chez les gars, mais aussi chez les filles, tu imagines pas tout ce qui peut se passer et c'est une torture. C'est une torture au bout d'un moment de prendre un départ. Je vais te donner un exemple je t'interromps simplement, c'est ceux qui sont parents. Je vois, moi, des gens qui vont arrêter de faire de la moto plaisir parce qu'ils disent j'ai des enfants et autres. Donc, je m'imagine un compétiteur ou une compétitrice qui a de la famille qui se dit il y en a qui ont chuté sur la même piste là, c'était il y a 3 mois et autres, je vais descendre. Il y a quand même un moment, ça doit s'inscrire quelque part. Écoute, je te prends l'exemple d'un des coureurs de l'équipe de France que Johan connaît très bien. Lui, il est papa de 2 enfants. Cette année, après l'accident de Cyp, c'est la première fois que j'ai vu cet athlète. Je préfère pas le citer parce qu'on va pas l'embêter, mais il a pas pris le départ, Fabrice. Il a pas pris le départ d'une Coupe du Monde. Ça fait 15 ans qu'il fait des Coupes du Monde de descente. C'est un gars qui en a, je te jure, il en voit, il a pas peur. Mais t'as raison. Lui, là, il réfléchit. Et je pense que là, l'entraînement, ça doit être dur pour lui. Là, je sais pas s'il s'entraîne à fond. Je pense qu'il freine, il met un groupe. Et surtout, il a dû se poser la question, est-ce que je rentre pas chez moi retrouver ma petite famille? Parce que eux, ils sont conscients un petit peu plus du danger avec les années, puis avec le fait que quand tu commences à avoir des enfants, c'est d'ailleurs le cas d'Alexis Pinturo qui a mis la flèche, tu vois. Lui, il a dit, c'est bon. Pierre, bon. Vous avez des gens comme ça qui viennent vous voir en disant ça va pas, aidez-nous. Alors non, mais dans toute discipline à risque, quand tu chutes ou qu'il t'arrive un accident, que tu passes par la case hôpital, quand tu en ressors, tu te poses des questions. Ouais. Quand tu te fais très peur, à un moment donné, tu parlais de moto, même à vélo, enfin tu te prends une gamelle à 70 km/h, je veux dire, je peux t'assurer que tu reprends le virage, tu vas mettre un coup de patin quand même. Tu vas redescendre peut-être mais voilà, ton cerveau est fait comme ça aussi, hein, et plus on vieillit, et plus effectivement, il y avait des études qui ont été faites. C'est vrai qu'à 20 ans, voilà, on est un peu moins conscient. On a le danger, mais on le zappe beaucoup plus facilement. Après, quand tu arrives sur la trentaine, là, tu commences à te poser quelques questions, mais tu continues à foncer quand même. Et comme le dit Gauthier, après, quand tu commences à avoir des responsabilités familiales ou autres, tu as ça qui vient se mettre en plus par-dessus.
Et donc voilà, et donc vachement. ouais, c'est clair. Et toi, tu commences aussi à te poser des questions et à te dire, est-ce que je vais continuer à pouvoir passer la ligne ou pas? Tu vois, et en plus de ça, tu le sens parce qu'au fond de nous-mêmes, à partir du moment où tu commences à friser avec le danger, tu sais que là, tu es dans une zone où tu as une part de chance et tu as une part comment dire, d'expérience qui joue. Et l'expérience rattrape et la chance joue aussi. Donc, non, on n'a pas de personnes comme ça, mais je pense que tout compétiteur, quel que soit son niveau, à partir du moment où il est passé vraiment par la case hôpital ou grosse frayeur, Il y a un gap. Bah oui. Il est 21h30, messieurs, bienvenue sur Radio Sport pour ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, je vous rappelle, vous pouvez nous voir sur YouTube, sur Twitch, vous pouvez nous voir sur le site internet, c'est là où il y a le plus de monde d'ailleurs. Mais pour commenter, c'est alors, merci Anthony d'avoir fait une série de questions. Alors, je vous les enverrai les garçons parce que alors là, il y a une série de questions, je peux dire que le ski, il en prend plein la tronche. Là, les organisateurs de stations, les machins, je peux dire que là, il a envoyé tout du truc. Si vous êtes avec nos vidéos, il a pas tort, et juste en fait pour finir sur une note un peu positive par rapport à tout ça, je trouve, parce que Anthony, je le connais très bien, et il est plutôt dans le, alors lui il est pilote de chasse, ah oui, en fait on a, c'est là où je voulais en venir, c'est que on a des sportifs qui ont oublié d'être bêtes, qui ont des compétences et qui ont une intelligence sur certaines choses. Je pense que l'armée qu'on a, pareil, et je pense que si tu veux, les cerveaux, on les a pour travailler, et maintenant, j'aimerais vraiment que les fédérations se bougent, parce que les compétences, on les a, et les choses, on peut les améliorer, et j'en suis certain. Et dans l'exemple militaire, je peux te dire que les règles de sécurité, ça plaisante pas, surtout quand tu es sur du théâtre. C'est des gens qui font de la performance à quelque part, et avec un encadrement, avec des règles, avec voilà. Et là, pour le coup, faut vraiment être le plus fort. Donc, il y a plein de choses à prendre. Voilà. Je voulais finir un peu là-dessus en disant il y a quand même de la matière en France. On va voir quel est votre sentiment de la semaine. C'est 21h30, vous le savez, c'est le tour de... tout le monde a des noms différents, mais nous, c'est le coup de cœur, coup de gueule. Alors, vous choisissez, c'est soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Vous n'avez pas le temps de réfléchir trop longtemps, parce que là, je vais choisir au hasard. Alors, c'est le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine, c'est ce que vous voulez sur le domaine sportif, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit sportif. On va commencer par toi, Yann, parce que du coup, Yann, toi, t'es prêt, toi, t'es chaud patate depuis le début de la semaine avec tes essais de micro et autres. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Alors non, c'est un petit peu comme au début. En fait, c'est un peu les deux. À la fois un coup de cœur pour nos athlètes là sur les championnats du monde, où chacun améliore ses performances. On sent que ça se donne et que c'est là. Et puis à la fois, c'est un peu le coup de gueule parce que on n'a pas les médailles espérées. On a une belle médaille sur le 10 000. Mais on sent qu'on a du mal, et c'est un peu le coup de gueule sur ça. Voilà. Voilà. Alors, je regarde les yeux, si je vois Pierre ou Gauthier, ils sont prêts à dégainer. Pierre? Non, moi pareil que Johan sur le coup de cœur, pareil sur les mondiaux qui se déroulent. Par contre, coup de gueule sur le rabotage des budgets sport. Voilà, on réattaque une nouvelle année. Et honnêtement, pour ceux qui étaient un peu au fait, il y a eu la fête du sport dimanche. Bon, voilà. On est dans ça voulait dire. Ouais, non, enfin bon, on parle d'héritage, mais en fait, c'est un héritage virtuel. En fait, il n'y a pas de monnaie, quoi. Non, il n'y a pas d'argent. Donc, si tu veux, moi, je comprends qu'on ne peut pas tout mettre sur l'argent et dire oui, il faut que l'État. Mais enfin, il faut voir le budget du sport, quoi. Comment il a été raboté. On en fait une grande cause nationale, mais on l'enterre très vite, si tu veux. Donc, c'est vraiment mon coup de gueule. Il y a une forme de schizophrénie de la part des politiques de dire le sport. Et quand on met 1 euro dans le sport, on en sauve 13 à la Sécu. Et je sais pas s'ils sont vraiment persuadés de ce qu'ils disent, parce que tu vois, moi, je sais pas, tu me donnes une recette comme ça, ou je sais pas, j'essaie de la mettre en place, tu vois. Donc non, ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de gueule, c'est la baisse des budgets.
et parce que tu as quand même un tissu sportif qui est ultra mobilisé en France quand même. Il y a des associations qui vivent grâce à vraiment des passionnés et qui permettent à des gamins de découvrir des disciplines. Et c'est ce qui fait la richesse, hein, ce que tu disais, Gauthier et Étienne même. C'est vrai qu'en France, on pratique beaucoup de sports. On a un accès à beaucoup de sports. C'est une vraie richesse. Et c'est grâce à des personnes qui le font bénévolement, quoi. Donc, il y a quand même un gros tissu de bénévoles. Et moi, quand j'entends les politiques, à chaque fois, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut favoriser, comment est-ce qu'on peut les ramener, les bénévoles et tout. Bah, déjà, considérez-les. Ça leur fera plaisir. Ils font pas ça pour ça. Mais ouais, un gros coup de gueule sur les budgets. Voilà. Et Étienne, attention, je te mets le chrono en route. Tu pars pas sur des. Parce que je les connais, tes coups de cœur, coups de gueule, ils partent sur 1 heure. Donc, Non. Je vais maîtrise. faire un coup de cœur. Je vais faire un coup de cœur. Demain, vendredi, on va fêter à Paris les 80 ans de l'INSEP. Donc, ouais. Il y a l'INSEP là, il y a le pendant, c'est le lycée climatique à Chambéry. Tu me reprends, Gauthier, pour les sports d'hiver. Enfin, voilà, puisqu'on peut pas faire de ski. Comment ça, on ne fait pas de ski à l'INSEP dans le bois de Vincennes. Il y a aussi, c'était à Vichy, toujours, pour le paralympisme. Alors, je sais plus. Malheureusement, parent pauvre du sport français. Mais demain, on va fêter les 80 ans. Du coup, je me suis dit, quand le général de Gaulle, après la déroute des Jeux de 60, avait dit, mais il serait peut-être temps de réveiller le sport français, etc. Je me dis que 80 ans après, bon, l'INSEP a beaucoup évolué, le sport français aussi. Et moi, j'y vois plutôt une lueur d'espoir, évidemment, mais surtout un côté positif, c'est que 80 ans après, je pense que dans le monde, à part Canberra en Australie et Colorado Springs aux États-Unis, je pense qu'il n'y a que 3 centres regroupant tous les athlètes d'une nation, enfin, une majorité des athlètes et une majorité des sportifs. Évidemment, le foot n'est pas à l'INSEP, par exemple, ni le rugby. Et je me dis que, voilà, il y a des hauts, des bas, évidemment, on aimerait tous qu'il y ait des hauts, mais 80 ans après, c'est toujours un modèle, et beaucoup de délégations l'année dernière auraient bien aimé posséder chez elles, des délégations étrangères qui sont venues à Paris, auraient bien aimé posséder un INSEP. Peut-être qu'ils auraient été encore meilleurs, mais voilà. Donc c'était un clin d'œil pour les 80 ans. Il faut respecter les nonagénaires et en même temps trouver que c'est bien que ça perdure et que ça dure, j'espère. Gauthier. Alors écoute, mon coup de gueule, je rebondis sur la sécurité et je suis Johan là-dessus. Donc faites votre boulot, les grandes instances, les grandes fédérations, tapez du poing sur la table, faites-vous respecter, c'est vous qui menez la sécurité. Oui, il faut de l'argent, mais il faut surtout qu'il y ait des hommes qui se lancent là-dedans et qui disent on va changer, on va structurer tout ça, du plus jeune jusqu'au plus grand champion. Après, mon coup de cœur, il est plus personnel. Écoute, j'ai eu la chance d'intégrer quelques stages sur la Fédé handisport. Et écoute, c'était passionnant. Passionnant déjà de voir les profils qu'il y a. C'est exceptionnel, les histoires de vie. Ça m'a remis les pieds sur terre. C'était de passer 3 semaines avec eux au Chili. Et puis merci beaucoup à l'ANS, à la Fédé handisport. C'est incroyable ce qui est mis en place. Je pense que Johan, à l'époque, n'avait pas cette chance-là que ça soit aussi bien structuré, aussi bien suivi. Et ce que je leur ai dit à la fin, tu vois, je leur ai dit, les gars, vous êtes des vrais athlètes. Je ne savais pas dans quoi j'allais tomber, mais vous êtes des vrais champions par rapport à votre parcours et par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des pros. Et tout ça, si tu veux, c'est grâce à toutes ces instances qui les accompagnent vers le haut niveau. Donc voilà, vive le sport, mais vive aussi le paralympique, l'handisport. C'était vraiment une petite parenthèse, mais c'est mon coup de cœur. Eh ben, merci pour les coups de cœur, coups de gueule. On va basculer sur une thématique qui va forcément parler de ski également, messieurs, vous allez voir, et c'est pas forcément sympa pour vous. On va parler de la fresque du sport. Alors là, je me tourne vers Pierre. La fresque du sport, c'est pondu de chez vous, ça. C'est le sport éco-responsable, c'est le sport qui réfléchit à l'environnement, c'est le sport qui réfléchit à être bien pour les gens. Vous pouvez nous donner des détails de cette fresque? Alors la fresque, en fait, elle a été pensée au sein du GDOS, effectivement, dans une démarche
ou de prise de conscience, en fait, hein, qui est au départ mondiale, qu'on a un impact effectivement sur notre environnement. Et nous, comme notre sujet, c'est le sport, hein, on a commencé à se poser des questions, effectivement, sur l'impact de notre pratique sportive sur l'environnement. Et donc, on a créé une fresque ludique. Alors, on la décline pour les scolaires et les entreprises, effectivement, qui sont en recherche de RSO. Eh bien, on va les sensibiliser parce que ce soit des pratiques en indoor, en outdoor ou même, comment dire, chaque pratique a un impact effectivement sur l'environnement. Et comment est-ce qu'on peut diminuer cet impact ou le rendre plus vertueux? Donc voilà, c'est l'objet de cette fresque. Et donc, elle a été lauréate hein, de Terre de Jeux en 2024 dans le cadre des JO. Et donc, non, c'est un vrai petit parcours ludique qu'on déroule donc avec les publics qui nous sollicitent, et c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc effectivement, c'est toujours intéressant de savoir où ces boyaux de raquettes, où ces cordages partent, ce qu'on fait de tes crampons, comment on chauffe ta piscine, voilà, sur les pollutions de stade aussi. Alors maintenant, moins avec l'éclairage LED, c'est vrai que c'est beaucoup plus, il y a moins de pollution lumineuse, mais enfin voilà. Donc on ouvre le champ de toutes les pollutions, quelles qu'elles soient, avec cette fresque, par discipline. Et puis, bien, écoute, on essaye de trouver des solutions en répondant de manière agile à comment est-ce qu'on peut diminuer notre impact. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des solutions proposées ou imaginées pour le ski? Parce que j'ai cru voir, moi, à droite ou à On gauche, arrête que tout. Voilà, c'est quand même, ça va être un sujet encore qui va nous traîner jusqu'à 2030 pour les JO dans les Alpes, ça. Pour le ski, après, en fait, à l'origine, le ski, si tu le prends, c'était un moyen de déplacement qui a été inventé par des bergers, hein, si je ne me trompe. Donc, en fait, pour descendre, voilà. Donc, c'était un moyen de transport comme un autre. Ensuite, effectivement, bien, c'est devenu un sport de haut niveau. L'impact, c'est un vaste sujet parce que voilà, il y a ceux qui vont dire ouais, les canons à neige, ah non, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais en même temps, on a besoin de neige parce que l'eau qui est stockée et ensuite qui repart, va alimenter les cours d'eau. Donc, et maintenant, en plus de ça, pour produire de l'électricité, il y a des moyens plus vertueux que d'aller pomper. Il y a les barrages hydroélectriques et tout ça. Donc, je pense que de toute façon, il y a un vrai intérêt de la part des habitants de la montagne pour leur montagne et donc pour préserver leur montagne. Donc je leur fais, moi, pleinement confiance pour trouver les solutions les plus adaptées à la préservation de leur environnement. Voilà. Donc alors c'est vrai que c'est inquiétant de voir de plus en plus de pistes et beaucoup plus de verre à côté. Ça pose d'autres questions. C'est effectivement, voilà, comment est-ce que le sport va évoluer? Est-ce qu'en 2040, il y aura toujours des pistes et est-ce qu'on pourra toujours skier? Moi, je le souhaite parce que ça voudrait dire sinon que le Rhône, on va pouvoir le traverser à pied. Non, il y a plein de sujets qui se portent là-dessus et je pense que les meilleurs pour y répondre, ce seront les montagnards, hein, puisqu'ils ont un pied dedans. Les montagnards qu'on a, nous, ici, ce sont des sujets qui vous touchent de toute façon, quoi qu'il arrive. L'environnement, le ski, les saisons qui se raccourcissent, les stations qui trouvent des solutions pour faire du 4 saisons et pas seulement du saison d'hiver. Si je prends juste la partie sportive, on regarde comment cette fresque qui est sur le sport et de la partie qui est la vôtre, le ski. Gauthier. Écoute, il y a de la RSE aussi dans les stations de ski. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, on attaque beaucoup, si tu veux, les stations, tout le milieu montagnard, les JO 2030. Mais dans le fond, il n'y a pas tant d'impact que ça. Comme le disait Pierre, déjà, il y a de moins en moins d'énergie fossile. Il n'y en a plus que maintenant dans les machines à lamer. Et encore, ils commencent à trouver des solutions. Mais les remontées mécaniques, c'est de l'électrique. Et donc, souvent, dans nos vallées, tu sais, on est à l'hydroélectrique. Je te prends le cas, moi, des stations où je vis l'hiver. On est alimenté à 100% par le barrage de Grande Maison, qui alimente, si tu veux, l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, la Grave. Donc là-dessus, on est plutôt à l'équilibre. Les canons à neige, il n'y a plus de produits chimiques depuis des années. Hein. Donc oui, des fois, il y a ces bandes de neige au milieu des champs verts, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les canons à neige,
ils permettent aussi de garder beaucoup la neige, beaucoup plus longtemps. Donc moi, je suis pas trop d'accord quand on dit qu'il y a plus de neige dans les stations. Oui, il y a moins de neige en dessous de 1800 mètres. C'est sûr que avant on avait 350 stations, on en a peut-être plus que 200 ou 250 qui fonctionnent. Et puis peut-être qu'en 2040, on en aura plus que 100 ou 50. Mais voilà, en altitude, pour le moment, je trouve que c'est encore, c'est pas trop impactant. En tout cas, ça est de moins en moins. De toute façon, tous les projets, tous les nouveaux projets où il y a un impact écologique, là ici à la Clusa, juste au-dessus de chez moi, ils sont bloqués depuis des années et c'est bien. Il y a un équilibre avec les écologistes qui ont un énorme pouvoir maintenant et si tu veux ces stations qui des fois débordent de projets délirants. Donc l'équilibre il est plutôt bon aux stations. Il y a trop de ski bashing à mon goût, notamment pour les Jeux de 2030. On se trompe de discours. Il y a encore du monde dans les stations et l'impact, franchement, il est bien pire ailleurs. Voilà. Johan? Du coup, pour rebondir, je pense que l'hiver, limite, la montagne n'a plus trop à prouver et je suis bien d'accord avec toi, il y a trop de ski bashing à mon goût, bien évidemment, que toutes les technologies et tout ça, je suis 100% d'accord avec toi, Gauthier. Et tu vois, là où je vois, en tout cas chez nous, le problème arriver et où peut-être qu'on se l'imaginait pas, mais on a beaucoup développé le VTT. Et le VTT est en train de faire un ravage dans nos montagnes, vous imaginez même pas. Alors, il y a des pays qui l'ont très structuré et qui ont été très durs dans la gestion de ces vélos. Nous, on est la deuxième station mondiale d'accueil des VTTistes après Aspen. Parce qu'on est encore dans le freeride, tu vois. Donc nous, ça va. Je précise, on parle de quelle zone pour ceux qui ne savent pas où tu es? Morzine Avaria. Et du coup, il ravage. Alors, il s'éclate et tout. C'est sûr que c'est une manne financière pour faire tourner nos stations. Maintenant, je pense que de réguler, de perdre 25-30% de VTTistes, parce que eux, c'est de faire du freeride et voilà. Mais ça pourrit et ça nous défonce la montagne. On a d'énormes soucis aujourd'hui de rochers, de blocs qui se dérochent, de coulées de boue, de pans de montagne qui se cassent la gueule parce que le passage du VTTiste a formé toutes ces ornières et toutes ces retenues d'eau qui n'étaient pas là à la base et qui a mis à mal un peu notre système éco. Et on parle de vélo, hein. Pas de... Et du coup voilà, le sujet est très 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 vaste. Je pense que le ski, si on prend vraiment le côté écologique et économique du ski, je pense qu'on est même avant-gardiste. Les stations, nous, Morzine, elle est née parce qu'un gars, début 1900, il a détourné un courant d'eau, il a fait tourner une roue à eau dans sa scierie, et puis il s'est dit, il y a de la patate, je vais mettre une dynamo, et on a distribué l'électricité à nos villageois. Non, mais c'est ça la réalité. Là, je te rejoins, Pierre, on a ce sujet qui est en nous, qui est, voilà, certainement bien plus que d'autres endroits sur la planète. Vas-y. Le truc tu parlais des VTTistes, mais il y a encore un fléau qui est la marche nordique. Ouais. Avec leurs petits bâtons, avec leurs petits pics, en fait, ils créent tout un trait non, la marche nordique, tout ça avec les petits bâtons. Mais même quand ils sont 20 à marcher, en fait, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que c'est interdit maintenant sur les chemins douaniers. Ça crée en fait des micro-fissures dans lesquelles l'eau s'infiltre et tu as des pans entiers de chemins qui s'effondrent. Sur la roche calcaire, pareil. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça fissure la roche. Et en fait, ça crée des éclatements lorsque l'eau après pénètre et tout ça. Donc, en fait, un simple marcheur avec ses petits bâtons, alors maintenant c'est interdit les pointes, mais tu es obligé d'avoir des bouchons, sinon c'est une amende, et c'est une amende sévère. C'est interdit sur les chemins de douanier, mais en fait,
l'écologie, et j'aime pas ce terme écologie parce que ça, c'est trop politique. Mais si on parle vraiment de respect de la nature et autres, enfin, je veux dire, on peut se rendre compte que même un simple marcheur avec un petit bâton, il peut faire énormément de mal. Donc, quand on condamne les sports mécaniques tels que les... Moi, je pense que, en fait, pour la bonne pratique, notamment pour les VTTistes, eh bien, ça passe par des pistes. Ça passe par des pistes qui sont aménagées, balisées et entretenues et destinées à ça. Et après, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un certain nombre de VTTistes qui passent dessus, le temps que la piste soit retravaillée, remise en état pour qu'elle n'ait pas d'impact. Comme le ski, en fait. Oui, non, mais c'est en fait... Le même travail. Mais c'est de l'entretien et du bon sens, encore une fois. Et si tu veux effectivement ouvrir une pratique à plusieurs personnes, il faut l'encadrer. Voilà. Parce que si tu laisses les chemins ouverts n'importe comment, eh bien, tu te retrouves dans les situations de ce qu'expliquait Johan. Voilà. Avec, tu vois, d'organiser le rallye du Mont Blanc où il y a 330 véhicules engagés, c'est énorme. C'est le plus gros rallye de France. Il est 26 fois moins impactant écologiquement qu'un samedi des vacances de février. Ouais, mais Johan, on parlait des RSO, enfin quand même, si tu veux, si on s'attaque à un problème quand même en termes de RSO, parce que j'imagine que Pierre, il va essayer de faire des choses, évidemment, mais aujourd'hui, quand tu vois les sports auto, Johan, arrête, hein, ça reste une aberration de voir qu'il y a encore la F1 avec du vrai carburant, il faut arrêter les énergies fossiles là-dessus. Exemple. Ouais, mais aujourd'hui, Gauthier, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tu vois, l'électrique, pour moi, c'est bidon. Il y a des essences de synthèse, messieurs. Bien sûr. D'ailleurs, elles commencent à être mises en place. D'ailleurs, dans l'aéronautique, vous avez du kérosène vert qui remplace petit à petit les énergies fossiles. Alors, Gauthier, je dis ça, mais je dis ça parce que tu nous parlais des énergies fossiles. J'ai tendu. Et après, je vais dire, je vais aller faire quelques longueurs dans une piscine surchauffée. Donc, non, mais... je vais vous interrompre là-dessus, parce que sinon vous allez vous écharper. On va profiter des 10 dernières minutes pour parler d'un événement qui arrive dans quelques jours, enfin dans quelques semaines. Monsieur le Président, il paraît que vous avez un bel événement le 10 octobre. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que fait le... Ah bah oui, bah voilà, zut, je me rappelle plus ce que c'est. Vous n'auriez pas eu Lina, vous, avant? Donc, ouais, non, on a une cérémonie annuelle qui est organisée par le GDOS 78 et notamment d'ailleurs par d'autres GDOS. Hein. L'objectif, c'est de récompenser les sportifs, les entraîneurs, les juges et dirigeants et bénévoles qui sont méritants pour toutes leurs actions qui ont été faites pendant l'année. Donc voilà, ce qui est remis lors de cette soirée, c'est différents types de distinctions. Hein. Donc il y a les éclats d'or, d'argent, de bronze, pour honorer les différents niveaux d'implication des publics. Et puis il y a des diplômes aussi pour les clubs et les pratiquants qui se sont distingués. Il y a d'autres prix liés au bénévolat et tout ça. Donc l'idée, c'est toujours la valorisation, de mettre en lumière les performances des pratiquants club et aussi des pratiquants amateurs ou professionnels qui rayonnent sur le territoire des Yvelines, et puis vraiment de les mettre à l'honneur et de permettre aussi aux élus du territoire de les connaître, de les découvrir et de les supporter. Voilà, donc c'est vraiment le but de cette soirée. Et puis c'est moi, ce que je vais emmener aussi un peu plus, c'est la rencontre du privé, en fait, d'amener justement le monde de l'entreprise vers le monde du sport. Et parce que voilà, je trouve qu'il peut y avoir de belles rencontres et nos sportifs ont besoin, et on le disait, d'argent pour pouvoir performer. Et donc voilà, il faut amener nos sportifs qui ne sont pas forcément les meilleurs représentants de leur propre marque. Donc il faut les aider un peu. Ouais, bah voilà, oui, ils sont dans leur sport, ils sont là. Donc si on peut les aider à décrocher quelques crédits et à les mettre en lumière, eh bien, il y a des pépites dans votre département qu'on ne connaît pas encore, qui sont à la porte du succès, comme on dit?
Bon, bah après, nous, on est là sur des niveaux départementaux et qui touchent un peu national. On a des judokas, alors on a un très beau foyer de cavaliers. Hein. On est le premier département équestre de France. Hein. Donc avec Karim notamment, lui, je pense qu'on fait plus que le connaître. Donc Karim Lagouag. Non, il y a pas mal de jeunes méritants. Il y a de beaux espoirs. Il y a de beaux clubs. Donc pour moi. Est-ce que les anciens sportifs reviennent, c'est-à-dire accompagnent également les jeunes pousses? Ou c'est Alors, pas encore ça le principe alumni entre guillemets qu'il y a dans les écoles du privé? Est-ce que ça existe dans le sport? il y a Je vais toujours un parler pour vous attachement d'origine du sportif à son club de départ. Moi, je ne connais pas un sportif qui a performé, qui n'est pas à un moment donné tenté de revenir sur le club là où il a commencé et peut-être pas accompagner, mais tout du moins faire profiter de son image au club. Voilà, ça il y a une chose. Je sais que David Douillet, qui est issu des Yvelines, a profité de son aura de judoka aussi. Voilà, donc il y a des grands champions, oui, qui reviennent et qui vont voir les petites pousses et qui les encouragent à aller vers la performance. Voilà, après arriver à des niveaux comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ça nécessite en tout cas énormément d'engagement, on se rend compte, mais ne serait-ce que déjà pour toucher un niveau départemental, les gens n'en ont pas conscience, mais c'est déjà énormément d'investissement, quoi. C'est ce qui va ouvrir les portes du national, donc enfin du régional avant, mais voilà, c'est quand même des compétitions qui nécessitent un fort investissement, et plus on monte, et plus ça devient difficile. Donc voilà, si on peut les aider du mieux qu'on peut, valoriser leurs actions, eh bien, on sera toujours là, présent pour les accompagner. On vous trouve où alors on dit comment? Le CEDOS, le CDOS, le CDOS, comment ça se prononce? Non, le GDOS, ce sera Le mieux. CDOS, on vous trouve où, vous? On est à Versailles, on est dans la ville-préfecture, hein, D'accord. au 39 rue des Chantiers. Voilà. 39 rue des Chantiers. Il y a une belle Gauthier, plaque. ah oui, il y a une belle plaque. Gauthier, l'actualité pour toi, c'est toujours Eurosport, parce que tu reviens en fait d'une campagne où tu étais dans le staff de l'équipe para, mais tu reviens à la télé. Ouais, complètement. Écoute, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais aller avec les handisports parce que j'ai vraiment adoré. Puis il y a évidemment C'est la colo, quoi. C'est la colo? Non? C'est Non. pas en colo, là? Arrête, je t'ai dit justement que c'était des sportifs incroyables, de haut niveau, des vrais pros. Non, c'est génial, écoute. Et puis là, ils sont dans les starting blocks, tu vois, pour les jeux de Cortina Milan. Donc, Bien sûr. ils sont à fond. Donc oui, j'aurai ça. Et puis après, je suis trop content de rattaquer le commentaire parce que j'adore ça. J'adore être on site. J'adore Ça commence quand, là? rencontrer les athlètes. Pardon? Ça commence quand pour toi, Ça recommence le 26 octobre à Solden. On parlait de RSO. On n'est pas trop dans une démarche RSO. Il y a encore un peu de neige, mais ils en amènent un peu, tu vois, sur le glacier du Rettenbach en Autriche. C'est une belle course. Il y aura peut-être encore Marcel Hirscher qui va faire un deuxième comeback. Donc, écoute, je suis déjà très excité par cette course dans un mois. Tu vas plus dormir pendant un mois, en fait. Ah, mais ça y est, je suis dedans. Comment Là, on se prépare? Comment on se prépare? On regarde les pistes, on revoit les vidéos des gens qui descendent les pistes. Parce que tu peux pas faire tout le circuit. Tu prends pas ton petit avion, ton petit vélo pour faire le tour du circuit mondial. Quand même pas. Écoute, je me prépare. Là, c'était cool d'être coach parce que j'ai enchaîné les manches aussi. Et sinon, je revisionne beaucoup. En fait, les yeux doivent. C'est comme un muscle. Alors, il faut le C'est comme à la réentraîner. télé, là, c'est les mecs qui se ferment les yeux puis qui font comme ça? Tu fais pareil? Non, j'enchaîne des courses. Je revois un petit peu les courses de chacun et j'essaie d'engranger, de retravailler, tu vois, mes yeux à surtout aller vite parce que le commentaire de Scalpin, tu vois, ça dure 1 minute. Alors, il faut vraiment que ton œil soit prêt à voir les petites fautes, les défauts pour avoir une bonne analyse. Donc, je me prépare à la maison, tu vois, je regarde les séance courses. d'entraînement devant la télé, tu parles devant la télé, tu commentes la course que tu regardes? Tu révèles le Moi, débit en route, ouais? je commande tout, Fabrice. Je Même commente les les plats. matchs Eh du oui, le plat PSG. arrive sur la table. Attention, le sel est posé. Je commande tout. Apparemment, c'est horrible d'être avec moi dans un canapé pour regarder du sport. Mais Ça date pas d'hier, ça. ouais, ça date pas d'hier, mais c'est comme ça.
Mais avec Johan, on a tout commenté depuis tout petit. C'est notre passion, qu'est-ce que tu veux. Bon, Pierre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour le mois qui vient? Beaucoup de boulot ou pas beaucoup de boulot? C'est quoi la tendance J'ai pour déjà le comité? suffisamment de boulot. Ouais. Donc, non, du boulot, j'en ai pas besoin en plus. Non, pour le comité, non. Et, écoute, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'aborder cette année de la manière la plus performante qui soit. Et puis, voilà, que tous les agents qui sont impliqués dans la promotion du sport, qui sont OCDOS et tout, soient couronnés de succès sur cette Olympiade, parce que je vais même pas parler d'année, mais on est parti pour une nouvelle Olympiade, voilà. Et vous parliez tout à l'heure des Alpes 2030, nous on est à fond aussi derrière. Et donc voilà, donc ça s'arrête pas. On va essayer de garder une certaine dynamique avec les Alpes, même si c'est un peu plus éloigné de la région parisienne. Mais ouais, non, c'est des valeurs qui sont quand même super importantes. On voit que notre société aujourd'hui, elle est un peu branlante. Et moi, je pense que le sport et les valeurs qu'il véhicule, ça peut être un très beau ciment pour les générations actuelles et à venir. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment pas lâcher la rampe et faire son maximum pour que ça continue. Et ben, ça sera le mot de la fin pour cette soirée. Je vais juste en profiter donc pour vous remercier. Merci Pierre, merci Gauthier, Merci à toi, merci Étienne, merci à merci vous. Johan. Je en profite pour vous annoncer que là, je peux vous le dire, même si le document il n'est pas encore officiellement transmis dans les réseaux sociaux, mais Radio Sport sera partenaire média du Salon des Sports et Parasports en novembre à Paris. Et on vous y attend parce qu'on va faire des émissions toutes les heures sur toutes les thématiques. Sport, business, oui, il y a de l'argent, il en faut et il faut en trouver. Santé, parce que voilà, on vient d'en parler, hein, on n'a pas envie de faire du sport pour y rester, et il y aura du tourisme à y suivre. Vous allez voir beaucoup de choses à vous raconter, et on parlera forcément de ce qui va arriver cet hiver, c'est-à-dire l'entraînement, là, tous les petits joueurs qui sont là jusqu'à janvier-février. Est-ce que les vrais, c'est ça que vous allez me dire, les Olympiques? Il y a que là que ça se... Non, je suis pas si méchant que ça, c'est pas vrai. Messieurs, merci beaucoup à vous, bonne soirée à tous. Et on se retrouve Salut, les jeudi gars. prochain. Salut, Jeudi Patrick. prochain, on va parler Bonne Octobre soirée. Rose. On parlera Cassiopéa. Ils remettent à la course des femmes qui ont eu des cancers, qui n'osent pas sortir et qui n'osent pas recourir. Elle les accompagne. On parlera de ça et d'Octobre Rose. On va avoir plein de choses à découvrir. Messieurs, bonne soirée. Mesdames également. Bonne soirée à tous. Merci, Bonne bonne soirée. soirée, au revoir. Salut, merci, salut. Salut. Allô, allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Yes. Les autres sont partis déjà? Non. Moi, je suis